Donc, bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Corinne Vanier, en fait, qui est physiothérapeute experte en rééducation périnéale. Elle est également, en fait, fondatrice de Pelvie Physio. Fait qu'en fait, c'est comme une clinique virtuelle qui va axer sur le bien-être de la femme puis de vraiment dans l'intention de diminuer leurs inconforts. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, en fait, de tout ce qui a trait au niveau de la santé pelvienne, santé de la femme dans plusieurs saisons de sa vie. Fait que bienvenue, Corinne. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Ça me fait super plaisir. Fait que dans un premier temps, ben là, en fait, c'est le premier épisode qu'on fait ensemble. Les gens te connaissent pas, les femmes dans la communauté ne te connaissent pas nécessairement encore. Est-ce que tu aimerais nous présenter un peu qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton quotidien? Oui, certainement. Donc, comme tu as nommé, je suis physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale et je pratique depuis 2018. J'ai gradué de l'Université McGill ici à Montréal. Et j'ai œuvré dans le domaine autant privé que public, dans une pratique quand même assez variée. Fait que j'ai fait beaucoup de rééducation périnéale à mes débuts. Puis ensuite, j'ai changé ma pratique pour aller dans le réseau public, à l'hôpital, en clinique externe, avec une clientèle orthopédique vraiment variée. Fait que je pense que ça apporte à ma vision peut-être plus globale aussi, là, en termes de physiothérapie. Tu sais, je vois pas juste le périnée comme étant séparé du restant du corps. Et par la suite, ben, ma passion, c'était vraiment la rééducation périnéale, mais je voulais faire ça plus à mon image, rendre ça plus accessible aussi pour toutes les femmes, puis faire ça un peu différent de ce que j'avais connu en clinique privée, plus typique ou classique, là. Donc, j'ai parti ma clinique en ligne. Je fais aussi du présentiel, mais évidemment seulement dans ma région. Donc, à peu près 90% de ma clientèle va me consulter virtuellement. Fait que j'ai des clientes partout au Québec, Rimouski, Saguenay, Estrie, name it, là, ils peuvent venir de partout, même que j'ai des clientes françaises à l'occasion. Et ça va être surtout des clientes qui sont un peu nerveuses ou redoutent un peu l'examen vaginal ou ne veulent pas d'examen vaginal du tout. Fait que peut-être ont des peurs associées avec la rééducation périnéale, vont favoriser l'approche en ligne. Fait que c'était pour un peu dans cette optique-là là, que j'ai parti ces services-là en ligne. 100%. Puis justement, qu'est-ce qui t'a... Parce que moi, ayant fait une partie de mon parcours en physio, quand j'ai vu que tu faisais des trucs en ligne, j'étais comme, mais comment tu fonctionnes un peu à ce niveau-là, dans le sens où, parce qu'on est habitué à la physio un peu plus classique, où il va y avoir beaucoup de thérapie manuelle, il va y avoir beaucoup de toucher en termes en lien avec le patient. Comment tu procèdes justement pour apporter autant, justement, de façon virtuelle? C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce qu'on me la pose toujours, fait que ça me fait plaisir d'y répondre. Bien, il y a deux comme volets là, à la réponse. Il y a l'aspect évaluation que, évidemment, quand on est à distance, c'est pas moi qui va évaluer le périnée avec mes mains, ce qui serait fait habituellement en clinique privée en présentiel. Donc, comment je procède? C'est avec un questionnaire d'auto-évaluation préalable. Fait qu'on s'entend, des fois, les gens ne comprennent pas. Là, je fais pas ça comme live avec la personne en ligne. Je regarde jamais son périnée. C'est elle qui s'auto-évalue, qui remplit un questionnaire comme à choix de réponse, apparence vulvaire, la force en insérant un doigt. Est-ce que je sens que ça va se serrer autour de mon doigt? Le patron de respiration, la compétence du transversal à tout. Par exemple, c'est certains éléments que je vais faire évaluer au préalable. Fait que là, quand moi, la personne prend son premier rendez-vous, je regarde le questionnaire puis j'ai une super de bonne idée de qu'est-ce qui se passe au niveau du périnée. Puis ensuite, on va compléter avec d'autres éléments par vidéoconférence, genre la posture, la souplesse, bassin, hanche, dos sur tapis de sol. J'explique à la personne comment faire, j'y démontre comment faire les exercices. Puis tout ce qui est force des abdominaux profonds, force des abdominaux superficiels aussi, ça s'évalue bien juste visuellement. Fait que ça, c'est comme premiers aspects d'évaluation. Fait que les femmes peuvent être quand même confiantes que le diagnostic que je vais émettre, je suis certaine de mon affaire, là, tu sais. Fait que habituellement, c'est vraiment fiable. Puis l'autre aspect, c'est comme l'aspect thérapie manuelle dans le traitement. Fait que je vais mettre de l'avant beaucoup l'autonomie des personnes, l'autonomie de mes clientes. Fait que le but, c'est de les outiller pour pas qu'ils deviennent dépendantes des mains de leur thérapeute. Fait que ça, c'est ma vision à moi. Fait que beaucoup d'exercices fonctionnels, beaucoup d'éducation, beaucoup d'enseignements comme de méthodes d'autotraitement, par exemple automassage ou avec balles, toutes sortes de choses là, qu'on peut faire soi-même pour que si jamais ils ont une
recrudescence de symptômes et éventuellement, exemple, un autre épisode douloureux 6 mois plus tard, ils savent comment se prendre en charge elles-mêmes puis refaire leur exercice. Fait que pour avoir des résultats plus durables aussi. Mm-hmm. Je pense que ça amène une belle conscience aussi du corps, dans le sens où quand c'est quelqu'un qui le fait pour toi, des fois, ça demande un effort de plus d'apprendre, tu sais, justement, certainement, à se connaître aussi. Fait que je pense que c'est une belle façon aussi qui peut convenir à beaucoup de femmes. Oui, c'est souvent ça qu'ils vont me dire, que ça demandait un effort au début ou peut-être un peu d'insécurité en remplissant le questionnaire, parce que les femmes, c'est rare qu'ils vont regarder leur vagin ou leur vulve, malheureusement, mais on devrait le faire, ça aiderait à dépister toutes sortes de choses. Fait que là, ça les force à comme aller voir, aller palper, comment ça file, puis découvrir un peu cette zone-là donc bien mystérieuse. 100%. Puis justement, sur une note un peu plus, tu sais, personnelle, qu'est-ce qui t'a amené justement à, tu sais, je sais qu'on a parlé un peu avant de commencer le podcast que tu avais fait des études un petit peu en droit, justement, puis finalement, tu t'es dirigée vers la physio. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce domaine-là? Oui, bien, en fait, j'ai toujours aimé les sciences de la santé. J'ai eu un parcours universitaire un peu... à plein d'endroits. J'ai même étudié 1 an en médecine vétérinaire. Là, fait que, tu sais, je me cherchais. Mais je pense qu'en bout de ligne, les sciences de la santé, c'était ça qui m'allumait. Tu sais, le sport, les bonnes habitudes de vie, tout ça, ça m'intéressait. Puis, ben moi, ma seule expérience que j'avais avec la physiothérapie, c'était en rééducation périnéale parce que quand j'étais jeune adulte, j'ai eu du vaginisme chronique pendant plusieurs années qui m'empêchait d'avoir des relations sexuelles avec pénétration comme ça, c'était impossible d'avoir une pénétration. Donc, je pense pas que je suis partie avec l'idée que c'était sûr que je ferais de la rééducation périnéale, mais je savais qu'il y avait des bonnes chances que ça m'intéresse. Puis vers la fin du parcours universitaire, on a des cours à option, puis là, j'ai pu comme me saucer un peu dans la rééducation périnéale. Puis comme je me souviens, le premier cours avec Claudia Brown, qui est comme une super de physio super reconnue là, dans le domaine. Bien, je me suis sentie vraiment comme sur mon X, là, tu sais, je savais que c'était ça que je voulais faire, comme aider les femmes qui avaient des problématiques pelviennes à surmonter leurs inconforts, puis aussi ma fibre un peu féministe, là, de mettre la santé de la femme de l'avant, ça vient vraiment, ça me drive, c'est ça ma mission aussi, là, avec Pelvie. 100%. Je pense que c'est un peu ce qui fait le pont avec le studio, nous, qu'on aide beaucoup. On aide les femmes à justement prendre soin de leur santé physique, de leur santé mentale aussi par le biais des saines habitudes de vie. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a connecté dès le départ le volet plus féminin aussi de la chose. Puis ton côté, tantôt, tu as mentionné justement que tu avais vécu aussi un processus de physio-périnéale par le biais justement du vaginisme. Veux-tu nous en parler un peu de qu'est-ce que tu as vécu? Oui, ben ça fait quand même longtemps, peut-être ça n'a pas l'air, mais j'ai 32 ans. Puis quand j'ai consulté pour mon vaginisme, je pense que j'avais comme 17 ou 18 ans. Fait que ça remonte quand même à quelques années. Puis la rééducation périnéale, c'était très peu connu à ce moment-là. Ça l'est encore... Ça commence à être connu de plus en plus, mais tu sais, il y a comme 10-15 ans, je pense qu'il y avait 1 ou 2 physiothérapeutes en Estrie à Sherbrooke qui travaillaient dans ce domaine-là. Fait que j'avais commencé par consulter médecin de famille. J'ai pas été capable d'avoir de diagnostic, savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi, tu sais, comme complètement clueless de ma condition vaginale. Consulte un 2e médecin en gynécologie, une médecin spécialiste dans comme la santé de la femme, puis elle me nomme que c'est comme mon hymen qui bloquait le passage. Encore là, aujourd'hui, à ce jour, avec l'expérience que j'ai là, je suis pas sûre que c'était la meilleure façon de procéder, mais j'ai eu une chirurgie pour enlever l'hymen, fait qu'une hyménectomie. Qui était supposée régler mes douleurs à ce moment-là, mais ça a juste fait empirer la chose. Fait que quand on comprend les douleurs chroniques, comment ça fonctionne, ça fait juste bien du sens que d'avoir une intervention chirurgicale au spot douloureux, ça vient pas nécessairement tout régler. Puis j'avais une amie ou 2 qui avaient des problèmes comme moi, comme de douleurs aux relations sexuelles, on s'en parlait. Puis c'était une amie qui m'avait référé à sa physio à elle, que je ne sais pas où est-ce qu'elle avait eu l'information que cette physio-là travaillait à Sherbrooke. Fait que j'ai fini par comme commencer en rééducation périnéale avec comme le bouche à oreille. Puis je pense que j'en ai fait pendant presque 1 an en présentiel. La première fois que j'étais allée là, j'ai fait une chute de pression comme je suis tombée dans les pommes, tellement ça me stressait d'avoir des touchés internes vaginaux puis que je n'étais pas à l'aise avec ça. D'où l'idée aussi d'offrir des alternatives. Tu sais, je pense que si moi, j'aurais pu avoir une méthode peut-être plus
douce ou à distance qui m'aurait permis de faire ça différemment, j'aurais peut-être apprécié. Mais chose certaine, on a réglé mes douleurs là, avec les exercices de physio et toutes ces modalités connexes. Là. Ouais. Puis pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ce type de pathologie dans le sens de symptômes, c'est quoi les signes et symptômes qu'on peut observer? Comment tu te sentais, mettons, dans cette période-là? Pour le vaginisme, tu parles? Le vaginisme, c'est une sensation de serrement ou de manquer de place avec la pénétration qui est comme quand même assez douloureuse ou un blocage complet. Fait que c'est comme un spasme musculaire qui va empêcher d'avoir une insertion vaginale. Fait que ça peut être complet, on peut pas insérer de tampon, pas de coupe menstruelle, pas de pénis, rien. Ou partiel, genre je peux insérer un tampon mais pas un pénis. OK. C'est douloureux. Mais quand on arrête d'essayer d'insérer quelque chose, ça passe. Fait que c'est pas comme une douleur constante au périnée. Tu sais, ça serait d'autres genres de conditions. Là. Fait que si on n'essaie pas d'insérer quelque chose dans le vagin, on n'a pas mal. OK. Fait que c'est qu'avec l'action, dans le fond, qui amène une réponse du corps. Puis c'est causé par quoi exactement? C'est que souvent, ça va s'installer de façon chronique, mais il y a différents éléments déclencheurs. Là. Fait que, tu sais, il y en a qui vont lier ça au cyclisme, à faire de la gymnastique en bas âge, à l'équitation, qui seraient tous des sports où il y aurait peut-être soit un contact direct avec le périnée qui pourrait augmenter les tensions musculaires, ou les gymnastes vont avoir tendance à avoir comme un tonus musculaire comme, tu sais, super élevé. Fait que ça peut être comme une façon que ça va s'installer, ou sinon, ça peut être suite à un trauma, une chute sur les fesses, un historique d'abus sexuel et ou psychologique. Ça n'a pas besoin d'être un abus nécessairement physique ou un abus sexuel là, pour que le vaginisme s'installe. C'est vraiment comme une réaction de protection de notre corps pour protéger la zone la plus importante de notre système reproducteur, si on veut. Fait que des fois, ça peut même être un trauma psychologique qui occasionne ça. Ou des expériences douloureuses à répétition, du genre, j'ai eu une infection urinaire une fois, puis là, j'étais comme inflammée, fait que j'ai eu un peu de douleur en ayant une relation pénétrative avec mon partenaire. Puis là, la deuxième fois, ça faisait un peu plus mal, mais mon infection était réglée. Là, la troisième fois, j'étais appréhensive parce que ça faisait 2 fois que ça faisait mal. Fait que là, on devient tendu. Puis là, de fil en aiguille, là, ça s'installe comme ça. Je sais pas si c'était ça ta question. Ouais. C'est comme un cercle vicieux. Dans le fond, concrètement, c'est créé par un spasme, dans le fond, du périnée. Oui. Dans le fond, c'est le muscle qui est trop tonique. Puis ça peut être un spasme très fort à l'insertion ou comme le tonus, si on peut l'expliquer vite, là, c'est l'état du muscle au repos. Fait qu'au repos, le muscle devrait être normalement complètement décontracté. Puis on peut être hypotonique et comme complètement relâché, trop relâché au repos. Ou au contraire, avoir une contraction partielle 100% du temps, même quand le muscle est reposé, entre guillemets. Donc, il n'est jamais 100% reposé. Ça va finir par être tendu et dur. Puis ça, quand le tonus est augmenté, ça se relâche pas comme tout seul. C'est là qu'on veut aller faire des techniques manuelles comme pour relâcher le tonus. Pas juste comme en disant à notre muscle, OK, décontracte-toi, ça va se passer. C'est comme ça s'installe malgré nous. Là. OK. Un peu le même principe que n'importe quel muscle qui va venir en étant trop tonique, dans le sens qu'on va, par le biais d'étirement ou de peu importe l'activité qu'on va faire, on va venir l'étirer. Parce que, ultimement, pour celles qui nous écoutent, qui n'ont pas le... nous, on le voit dans notre tête un peu, mais pour celles qui ont moins de background en anatomie, dans le sens qu'un muscle, c'est comme plein de petits élastiques mis ensemble. Puis, dans le fond, dans la contraction musculaire, mettons, il va y avoir un étirement puis une contraction qui va se faire. Puis le tonus, dans le fond, j'imagine que quand le muscle va comme être plus raccourci, est-ce que c'est dans le cas du périnée aussi? Oui, bien, puis il y a une différence entre plus raccourci puis tonique. Tu sais, le tonus... Pour mettre ça le plus simple possible, c'est vraiment comme l'état de ton muscle quand il est reposé. Il est-tu contracté ou il est décontracté? Le raccourci, on parle plus de souplesse. Okay. Ça, c'est 2 patentes différentes. Des fois, c'est là qu'on se mélange. Fait que le tonus, c'est vraiment, est-ce que je peux relâcher mon muscle au repos? Sinon, là, on va vouloir aller donner des signaux manuels, genre des pressions statiques, style trigger point, que les gens vont peut-être se reconnaître avec leur massothérapeute qui va aller comme peser sur la tension musculaire. Ça, on va relâcher des tensions en faisant ça. Versus un muscle qui est raccourci, oui, là, c'est vrai que la fibre, elle manque d'amplitude, elle ne pourra pas comme s'allonger sur toute sa pleine longueur. Là, on va aller travailler la souplesse. Mais dans le cas du périnée, c'est vraiment une question de tonus et non une question de souplesse.
C'est les deux? Les deux. Tous les muscles auraient toutes Fait que le périnée a toutes les mêmes qualités musculaires que tous nos autres muscles. Fait qu'on peut aller le travailler en tonus, en souplesse, en étirement, force, endurance, vitesse, coordination, timing, toutes ces choses. Fait que c'est comme un athlète, dans le fond, le périnée. Exactement. Oui. Puis justement, pour celles qui ont moins d'idées un peu, parce que je pense qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer, mais tu sais, j'ai l'impression que l'appareil, puis je me rappelle plus, c'est dans un podcast avec Anne-Marie qui parlait de ça, justement, des études en lien faites avec l'appareil masculin vs l'appareil féminin. Okay. Ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'études qui avaient été faites sur l'appareil féminin dans les... Peu ou pas, il y a un énorme gap dans la littérature scientifique entre la santé des femmes puis la santé des hommes. Puis ça, c'est très malheureux et comme c'est en train d'être comblé, mais il y a encore à ce jour une grosse marge là, entre ce qui est connu chez l'homme et ce qui est connu chez la femme. Puis, tu sais, le clitoris, son anatomie, ça fait quelques années seulement là, qu'on sait c'est quoi l'anatomie réelle de l'organe du clitoris chez la femme. Quand moi, j'étais à l'université, il n'y avait même pas ça dans mon livre d'anatomie, là, dans 2014. Hey, c'est fou, hein, quand tu penses. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait comme 10 ans. Fait que toutes ces choses-là, mais aussi même au niveau comme de la santé physique, les études sur l'entraînement, nos paramètres de base, là, tout ce qu'on a appris à l'école, mais ça, c'est des études que majoritairement ont été menées chez des hommes. Fait qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent comme mystérieuses là, au niveau de la santé de la femme au sens plus large. 100%. Ouais. Puis justement, pour les femmes qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, tu sais, on dirait que le périnée, on sait c'est quoi, mais on sait pas c'est quoi en même temps. Concrètement, quand tu as à l'expliquer justement à des clientes ou des personnes, des patientes, comment tu leur expliques le périnée en tant que tel? Oui, je vais sortir mon modèle comme ça, mais c'est encore plus clair. Là, pour celles qui nous écoutent en audio, je vous invite à vous connecter sur la chaîne YouTube du podcast, qui est l'Espace Proud aussi, parce que Corinne a emmené son modèle anatomique, moi, qui est une grande passion, très visuelle, fait que c'est vraiment plus facile de voir, de bien comprendre. Oui, donc notre périnée, j'appelle souvent ça comme le hamac de soutien de nos organes et c'est celui aussi qui va s'occuper de nos 3 fonctions importantes associées aux organes qui sont dans notre bassin, c'est-à-dire vessie, utérus et rectum. Donc, il y a 3 orifices dans un seul muscle qui s'attachent devant sur la symphyse, sur le coccyx puis sur nos os des fesses, là, les ischions. Fait que j'ai mon urètre, l'orifice vaginal et l'anus, tout dans un même muscle. À tort, souvent, on va penser que ça s'arrête comme au niveau du vagin. Mais non, ça s'en va jusqu'en arrière au niveau du coccyx. Puis ces fonctions, donc, vont être comme de retenir urine, sel, d'évacuer urine et sel aussi, la fonction sexuelle, le soutien de mes organes, quoique mes organes ont aussi des structures de soutien internes qui sont des ligaments, pour en parler plus pour tout ce qui est femme enceinte et postpartum. Et autre fonction importante et souvent mise de côté, stabilisation abdominopelvienne et lombaire. Donc, ce muscle-là va travailler en équipe avec le transverse de l'abdomen, qui est comme la couche abdominale la plus profonde. Puis, ils travaillent comme des frères siamois. On ne peut pas les séparer. Donc, s'il y en a un qui est plus faible, l'autre va toujours être en overload. Si j'ai un périnée qui est faible, je vais avoir de la misère avec mon transverse et vice-versa. Donc, le périnée va avoir un lien avec tout ce qui est stabilisation du dos aussi, là, parce que c'est comme une pièce du puzzle de mes stabilisateurs. Puis, il peut venir faire une force de traction sur le coccyx, là, donc a des influences au niveau lombaire, sacro-iliaque quand même assez grandes. Fait qu'il y a une grosse job. C'est un muscle qui est souvent oublié, mais qui a vraiment une grosse job. Ouais. Puis, justement, de façon générale, mettons, sa fonction première, ça va être le soutien un peu, dans le sens que, moi, souvent, j'aime bien l'imaginer comme le corps, c'est un peu comme une boîte, dans le sens où t'as ton diaphragme qui est en haut, qui est le muscle respiratoire, t'as ton périnée, t'as ton transverse, puis tous tes stabilisateurs lombaires, soit, mettons, le multifide, peu importe. Mais justement, c'est comme la fin de la boîte, un peu. C'est lui qui soutient tout l'ensemble. Oui, ben c'est lui qui reçoit le plus de pression, parce qu'il travaille contre la gravité. Mais moi, je l'explique, comme toi, comme une boîte, comme une canette pressurisée. Fait que si j'augmente la pression, tu sais, si je pousse en haut avec le diaphragme, ça va faire sortir la pression en bas de la canette. Si je pousse devant avec le dos ou l'abdomen, tu sais, c'est pressurisé. Fait que dès que j'ai une pression qui vient de quelque part, ça amène la pression au niveau de tout l'ensemble des muscles. Mais ce qui est particulier de celui-là, c'est qu'il y a un trou dedans. L'orifice vaginal, puis il travaille contre le poids du corps puis contre le poids de la gravité. Fait que c'est sûr qu'il est peut-être plus à risque de développer certains symptômes que d'autres, quoique ils travaillent tous ensemble.
Mm-hmm. D'où le fait que justement le principe que le périnée a autant de, comment je pourrais dire ça, d'impact sur la santé sexuelle parce qu'il fait partie intégrante de l'appareil reproducteur féminin, du moins. Oui, puis tu sais, c'est l'orifice où il va avoir la pénétration ou l'insertion, le clitoris est logé dans le périnée. Fait que si j'ai des dysfonctions au niveau de mon muscle du périnée ou plancher pelvien, ça veut dire la même affaire, périnée puis plancher pelvien, là, eh bien, ça peut influencer comme la fonction de mon clitoris ou les sensations que je vais ressentir. Et si j'ai des tensions, ça peut être douloureux. Fait que, tu sais... Puis les autres symptômes ou ces autres fonctions vont influencer aussi la fonction sexuelle, c'est que c'est tout interrelié. Mes symptômes urinaires peuvent empirer mes douleurs sexuelles, ma constipation peut empirer mon prolapsus, ma descente d'organes, mon manque de stabilisation abdominale peut mettre une charge sur mon périnée additionnel, il va manquer de force, je vais avoir plus de fuite. Tu sais, c'est vraiment, ça travaille tout ensemble, fait que c'est quand même vraiment complexe, mais super intéressant. 100%. Tout est une question d'équilibre dans le corps humain. Je pense que plus on s'y intéresse, plus on voit justement l'impact de tout. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de tout ce qui relève au niveau des douleurs lombaires. Parce que de la façon un peu qu'on avait abordé un peu, parce qu'on s'entend que tout ce qui est attrait au niveau de le périnée, de la santé sexuelle, c'est tellement large qu'on s'était dit on va se mettre une ligne directrice pour s'assurer de ne pas se perdre un peu dans les thématiques. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu plus du, tu sais, avant justement période un peu plus où on va avoir des enfants, fait que mettons le 25 à 35, 40, tout dépendamment, puis par la suite, on fasse plus la partie après, tu sais, en lien avec justement la santé pelvienne, fait que tout ce qui est descente d'organes, fuite urinaire, mais dans un premier temps, tu sais, les femmes un petit peu plus avant justement d'avoir des enfants, ça va être quoi un peu leur problématique qui va en ressortir? Ça peut être assez varié. Même, on peut travailler la santé pelvienne chez les enfants en pédiatrie, tu sais, juste pour dire à quel point c'est large, là. Fait que tout ce qui est comme fuite urinaire et constipation, ça peut s'installer assez tôt en âge, là. Fait que ça pourrait être des adolescentes, des jeunes adultes qui ont comme des problèmes de constipation, des douleurs au passage de la selle, fissuration, saignement, toutes ces choses-là. On peut travailler ça en physio. Aussi, tout ce qui est plus problème urinaire, genre urgence, avec les urines, je suis pas capable de me retenir, ça dégoûte, ou fuite urinaire avec le sport aussi, même jeune adulte, on peut avoir ça. Fait que souvent, on va penser que c'est une affaire de vieille madame, mais non. Fait que dépendamment de ce qu'on a fait comme plus jeune, de plein de facteurs, là, on peut avoir des fuites. Puis tout ce qui est problématique sexuelle aussi, ça peut ressortir assez tôt, là. Fait que des filles qui vont essayer pour la première fois d'avoir une relation où ils vont découvrir qu'il y avait du vaginisme là, dès début. T'sais. Fait que ça peut être des femmes qui vont me consulter qui ont 18 ans, là, pour ce genre de problème-là. Fait que c'est pas nécessairement que ça s'installe plus tard, là, toutes ces problématiques pelviennes-là. Fait que je pense que c'est à peu près ce qui est le plus populaire pour cette tranche d'âge-là. Cette tranche d'âge-là, justement, puis en lien avec tout ce qui est fuite urinaire, parce qu'effectivement, tu sais, qu'on dirait que, tu sais, dans ma perception des choses, je me dis, tu sais, c'est les femmes qui ont eu des enfants, tu sais, parce que justement, on sait que le corps est un petit peu plus, je cherche un terme plus cute que magané, mais c'est quand même comme ça que ça va sortir. Tu sais, le corps est un petit peu plus magané une fois que tu as une grossesse, parce que ça reste un gros, tu sais, beaucoup de changements, beaucoup de trauma aussi pour le corps. Dans ma tête, tu sais, ça arrivait justement aux femmes ayant eu des enfants ou dans une période de leur vie un petit peu plus avancée. Puis là, justement, en étant dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de la santé pour la femme, ce que je me suis rendu compte, c'est que non, il y a des femmes de 21 ans qui ont des fuites urinaires, soit en s'entraînant ou qui ont justement, tu sais, comme on mentionnait, qui ont de la difficulté au niveau du retien de l'urine. De façon générale, souvent, ça va être dû à quoi exactement? Bien, plus jeune, mais en général, là, pour vrai, là, 98% des femmes, c'est les tensions, le problème. Fait qu'on pense à tort que le vagin de la femme vieillissante sera slack, je déteste ce mot, c'est faux, là. Ça, c'est un mythe. Fait que les femmes vont avoir tendance à avoir beaucoup plus de tension que l'inverse dans leur périnée parce que c'est un muscle qui va répondre à tous nos stress. Fait qu'il y a des études super intéressantes qui démontrent que admettons, on prend un groupe là, de femmes, on leur met des sensors sur les gros muscles musculaires, les gros groupes musculaires de leur corps, puis on leur montre des images épeurantes, là, ou qui devraient générer une réaction de stress. Mais le premier muscle à se contracter, c'est le périnée. Fait que tous les épisodes qu'on va vivre dans notre vie qui créent un stress, ça va venir se loger dans le périnée. Fait que celles qui ont de l'anxiété chronique,
celles qui ont une charge mentale énorme. Il y a comme plein de raisons pourquoi le périnée pourrait devenir tendu. Même l'idée que comme faut toujours rentrer notre ventre, on dirait que comme femme, on va avoir tendance à beaucoup tenir cette zone-là, tout le temps refermée, serrée. Puis le problème de la plupart des femmes, c'est qu'ils ont de la difficulté à relâcher ce muscle-là. Donc, sachant ça, quand le périnée il est tendu, il est fatigué parce que quand notre tonus est élevé, quand il se relâche, il n'est jamais 100% relâché parce qu'on l'a dit tantôt, un périnée avec une hypertonie, c'est un muscle qui va toujours avoir une contraction partielle, même au repos. Fait que quand ce muscle-là, on lui demande de faire un effort supplémentaire que d'entretenir ses tensions pelviennes, bien là, ça peut être trop. Puis là, il n'est plus capable de nous donner la force adéquate ou l'endurance adéquate pour retenir des fuites avec, par exemple, un soulèvement de charge ou retenir les urines avec un soulèvement de charge parce que toute son énergie, il l'a dépensée dans maintenir ses tensions, tu sais. Fait que le problème des jeunes femmes, souvent, c'est les tensions au périnée. Fait qu'à ce moment-là... affaiblissent. C'est ça. Mais non, mais à ce moment-là, dans le fond, est-ce que... Y a-tu des choses qu'on peut faire en lien avec ça? Tu sais, mettons, j'ai une cliente au gym qui a justement des fuites urinaires sans nécessairement, mettons, qu'elle est fermée à l'idée d'aller consulter parce que l'idéal, on va nous autres, on conseille tout le temps d'aller consulter un professionnel. Ouais. Mais advenant le cas, tu sais, que de son côté, elle va vraiment avoir plus des outils. Ça serait quoi un peu les outils que tu conseillerais à ce genre de personnes-là? Bien, ce qu'on veut, c'est pas juste aller faire des exercices de renforcement. Tu sais, souvent, on va aller googler quoi faire pour les fuites urinaires, puis là, ça veut dire fais des Kegels. Puis des Kegels, c'est les contractions, l'exercice de contracter son plancher pelvien ou son périnée, puis de relâcher. Mais souvent, quand on fait ces exercices-là, on va escamoter la phase de relâchement, puis ça peut comme juste empirer les problèmes. Parce que là, tu as un muscle qui est tendu, tu n'essaies pas de le détendre, puis tu fais des exercices de renforcement sans même travailler le relâchement. Donc, l'idéal, c'est d'aller comme faire des exercices pour favoriser et le relâchement et l'activation du muscle, mais dans toute son amplitude. Fait que, tu sais, souvent, je vais proposer comme de la respiration abdominale profonde où on imagine qu'on laisse descendre la respiration comme jusque dans le bassin, puis on visualise le périnée qui se relâche. Puis souvent, les femmes vont pas nécessairement sentir au début leur relâchement. Elles vont être comme « mais je sens pas ». Parce qu'elles sont pas habituées de pratiquer ça. Mais à force de le faire, on va venir qu'à comme augmenter notre proprioception avec le relâchement. Là. Fait que la sensation physique de notre muscle ici est contracté ou relâché, on va être capable de faire la différence. Mais pour ça, il faut le pratiquer. Fait que, tu sais, ça arrive que le chemin entre le cerveau puis le muscle, c'est comme flou, là, comment le serrer, comment le relâcher, on ne sait pas trop comment faire. Fait qu'on veut aller faire du relâchement, soit avec la respiration, des exercices de yoga pelvien qui vont être comme... va favoriser l'étirement du muscle avec son origine, son insertion, genre le bébé heureux ou c'est tous des exercices de mobilisation du bassin, là, le pigeon, ces choses-là qui peuvent aider avec la respiration profonde aussi. Puis oui, des exercices de Kegel, mais avec un paramètre de départ plus de proprio, là, fait que de vraiment d'aller l'activer, de sentir l'activation, puis d'aller le relâcher complètement, puis de sentir l'amplitude complète du muscle. Parce que si tu veux, je peux expliquer aussi avec mon modèle oui, ça serait incroyable. La contraction. Fait que quand on le contracte, on devrait sentir un resserrement, une aspiration et une élévation du muscle. Fait que tu sais, si je te le mime avec ma main, là, ça a l'air de ça ici. Là. Puis quand on relâche, on devrait sentir comme l'inverse. Là. Décontraction, ça descend, ça ouvre, entre guillemets. Là. Comme ça. Donc, on veut être capable de sentir ces deux phases-là quand on fait nos exercices. Puis quand on contracte, on va souvent dire on retient les urines, mais on veut retenir urine, selles et gaz. On veut tout retenir pour aller contracter comme tout le muscle au complet. Mm-hmm. Dû au fait que tantôt, tu parlais justement que dans la perception de la majorité des gens, le périnée ne va pas nécessairement jusqu'à l'arrière au niveau du coccyx, mais arrête au niveau... Exact. Fait qu'on va souvent se concentrer sur les urines. Puis, ben en fait, on peut pas juste contracter le devant ou juste le derrière du muscle, comme ton biceps, là, tu sais, si tu le contractes un peu, il va tout se contracter, mais c'est un peu la même affaire. Mais on peut comme isoler un peu la contraction selon les couches, puis quand on est plus au niveau urinaire, on est plus dans la couche superficielle, fait qu'on va générer moins de torque, là, d'amplitude de mouvement là, dans notre contraction. Fait que quand on se concentre sur selles et gaz, on va aller comme contracter plus au niveau postérieur, là, proche du coccyx, puis là, on va aller vraiment chercher une contraction qui est plus profonde, plus facile à sentir aussi habituellement.
OK. Puis, fait que ça, c'est pour le volet, tu sais, plus tout ce qui est fuite urinaire. On est parti de loin pour plein d'explications, mais en lien avec les fuites, tu sais, pour venir, mettons, aux fuites urinaires, dans le sens que, comme tu as mentionné, dans la majorité, la pluralité de cas, ça va être vraiment une question de relâchement du périnée, fait que soit par respiration, yoga, justement, du périnée. Pour ce qui a trait à tout ce qui est constipation, je sais qu'on a effleuré un peu le sujet aussi. C'est quoi le lien un peu entre, justement, le système digestif puis le périnée? Ben, c'est que quand mon périnée est tendu, ça peut augmenter la constipation. Puis l'affaire, c'est que la constipation va influencer beaucoup d'autres symptômes pelviens. Fait que si je suis constipée, ça va empirer les symptômes urinaires, ça va faire pression sur la vessie. Fait que disons, la femme qui consulte comme pour des fuites, puis que là, en faisant son questionnaire, ben je m'aperçois qu'elle est constipée, mais il faut que je l'adresse parce que ça se peut que ça influence les fuites, puis j'aurai pas des bons résultats si j'adresse pas la constipation, tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect que quand mon périnée est tendu, ça vient refermer l'angle anorectal, parce que mon rectum, il fait comme un S avant de sortir la selle, là. Puis ça, normalement, ça favorise la continence, tu sais. Fait que ce S-là, qui fait comme un U-turn, favorise que la selle reste dans le rectum puis ne sorte pas n'importe quand, puis qu'elle sorte juste quand on a envie. Mais quand mon périnée est tendu, ça va comme aller augmenter ce U-turn-là. Fait que là, il y a comme un long chemin ou comme un gros U à faire avant de sortir la selle. Fait que ça peut comme être beaucoup plus difficile d'évacuer une selle qui est dure et sèche. Si... Pardon. À tes souhaits. Merci. Si j'ai des tensions, fait que on adresse la constipation autant au niveau comme des habitudes nutritionnelles, là, comme des fibres adéquates, la prise de liquide, que le positionnement sur la toilette, que de valider qu'il y a des tensions ou non. Puis, au niveau des fuites aussi, je voulais ajouter tantôt comme le relâchement, c'est la première étape, mais il y a aussi après ça l'étape de renforcement. Fait que, oui, on veut un muscle qui est relâché, mais on veut un muscle qui est fort aussi. Même chose pour l'aspect de la constipation, on veut un muscle qui est relâché, qui permet le passage de la selle, mais qui est fort, qui va être capable après ça de retenir ma continence quand j'en ai besoin, là. Mm-hmm. Fait que j'imagine qu'un peu dans le même principe, quand tu vas travailler avec tes clientes en lien, tu sais, avec tout ce qui est fuite urinaire et ou constipation, ça va être un travail de soit relâchement ou de renforcement, encore une fois. Oui, comme une combinaison des deux, mais je pense que peut-être une ancienne façon de faire les choses où il y a quelques années, c'était d'y aller beaucoup avec le renforcement. Puis tu sais, oui, ça prend un muscle qui est fort et endurant, mais renforcer un muscle qui est tendu, c'est jamais efficace. Parce que son amplitude est comme diminuée. Un peu comme tu l'as dit tantôt, il est comme pogné dans sa contraction. Fait qu'on veut relâcher, activer dans toute l'amplitude, bien sentir ce qu'on fait et renforcer avec une qualité de mouvement. C'est comme ça les étapes. Mm-hmm. Je pense que ça demande beaucoup de conscience aussi de son corps. Puis c'est pas quelque chose qu'on est... ça demande de la patience. Qu'on est habitué aussi, mais je pense que c'est un beau processus justement pour diminuer que ce soit des douleurs ou peu importe les symptômes qu'on a. Puis on a abordé aussi le volet de douleurs chroniques lombaires. Ça, je pense que c'est quand même beaucoup une bonne portion de la population qui vit avec des douleurs au dos de façon générale. Oui, sûrement 20%. J'ai pas la stat exacte, là, mais il me semble. À peu près. Ouais. Puis c'est quoi le lien un peu avec, mettons, l'aspect, tu sais, périnée, justement, santé périnéale, puis les douleurs chroniques? Ben, comme j'ai dit tantôt, le périnée va travailler comme en synergie, en symbiose, comme des frères siamois avec le transverse de l'abdomen. Puis le transverse, tu sais, qui est comme notre stabilisateur principal avec les stabilisateurs profonds là, de la colonne humidifide que je vais un peu moins aborder là, dans cette optique-là. Donc, quand on bouge puis quand on s'active, la stabilisation, c'est la fondation. Là. C'est comme la fondation de la maison. Souvent, c'est là qui est le problème. Parce que on a beau avoir des stabilisateurs qui sont forts et endurants, il faut qu'ils s'activent aussi au bon moment. Fait que, tu sais, c'est comme on veut de la force, de la souplesse, de l'endurance, du timing d'activation. Toutes ces choses-là. Pour ensuite être capable d'aller bien activer nos muscles mobilisateurs, nos muscles superficiels, genre les extenseurs du dos. Si mon périnée est faible ou tendu ou une combinaison de dysfonction, ça peut mettre mon transverse en overload parce que c'est des frères siamois. Fait que si on visualise comme des frères siamois dans notre tête, puis qu'il y en a un qui fait pas sa job, ben l'autre, c'est sûr qu'il va travailler fort à traîner son frère qui est comme un poids lourd. Fait que le périnée, s'il est dysfonctionnel, il va surcharger mon transverse de l'abdomen, qui va arriver difficilement à faire le travail de tout ce monde-là, du périnée et sa job initiale à lui.
Là, après ça, ce que ça peut faire que je vais manquer de stabilisation abdominale ou je vais manquer de timing. Fait qu'avant d'activer mes muscles mobilisateurs ou de lever une charge ou peu importe, j'aurai pas une stabilisation adéquate. Fait que là, ça va venir charger mes articulations plus que normalement. Fait que ça peut être douloureux. Puis, il y a comme une série de compensations qui s'installent après. Fait que quand je manque de stabilisation, là, c'est mes muscles superficiels qui vont dire « Ah, ben là, il faut bien que quelqu'un stabilise la place. » Fait que là, eux autres vont penser qu'il faut qu'ils se mettent à stabiliser le dos. Fait que là, ils vont travailler plus fort. Ils vont devenir tendus. Fait que là, je vais avoir les extenseurs du dos. Quand on va aller peser dessus, là, ça va être sensible, il va être tendu parce qu'il ne s'active plus juste quand il mobilise. Il pense que là, il faut qu'il soit tout le temps actif. Fait que, tu sais, toute notre périnée puis notre transverse de l'abdomen, c'est la base pour éviter de développer des douleurs orthopédiques variées, là, autant au dos qu'aux hanches, qu'au cou, épaules. Ça vient souvent de problèmes posturaux, de manque de stabilisation. Je sais pas si ça répond bien. Oui, ça répond super bien aussi. Je pense que c'est pas quelque chose non plus qu'on apprend à l'école, dans le sens que, tu sais, on n'a pas de cours sur comment travailler nos muscles profonds. Ou très brièvement, là, avec très peu de détails. Je te confirme aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup un manque d'éducation aussi en lien avec ça, parce que les gens, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup là, puis tu sais, quand je dis les gens, je fais partie de ces gens-là, même si j'ai quand même bonne conscience du corps, mais reste que, tu sais, on voit la problématique qui est le problème au dos, ben je dois avoir un problème de dos, mais la réalité, c'est que des fois, c'est un espèce de gros déséquilibre dans le corps aussi qui a été atteint. Oui, puis c'est que pour avoir des changements durables, ben on veut réactiver un bon patron d'activation musculaire. Fait qu'on veut que notre fondation s'active en premier, après d'avoir nos muscles mobilisateurs qui s'activent. Mais pour ça, ça demande de faire des exercices de physio que souvent les gens vont trouver plates ou dans la finesse, la proprioception de muscles profonds. Tu sais, c'est pas évident toujours à sentir. Puis souvent, c'est dans la lenteur, la qualité, la précision. Fait que, tu sais, c'est un travail qui demande de la patience, beaucoup de patience. Des fois, les gens, je pense, sont comme un peu pressés d'avoir des résultats ou c'est ça, ça fait que ça peut avoir l'air long et laborieux, mais ça se change, là, tous ces patrons-là comme de compensation, ça se change, ça s'améliore, puis les gens vont se sentir mieux après, puis vont avoir des résultats beaucoup plus durables que d'aller avoir une séance de traitement manuel hands-on. Ils vont se sentir bien, mais après, leur pattern de mouvement comme qui leur crée de la douleur va revenir, là, parce qu'ils n'ont pas fait d'exercice pour changer ça. Exactement. J'ai beau aller te relâcher manuellement, tu sais, comme oui, tu vas le ressentir pendant peut-être, je sais pas, 3 jours, mais c'est toujours à recommencer. C'est là, je pense que les gens, ils ont des abonnements un peu à tout ce qui est thérapeute, dans le sens où ils vont comme mettre un plaster sur le bobo au lieu de vraiment aller chercher c'est quoi la cause un peu de cette problématique-là, du moins. Mais je pense qu'effectivement, des fois, d'avoir un travail de lenteur et de qualité qui demande de la patience, ça peut être pertinent, justement, pour avoir des vrais résultats sur le long terme puis de sentir mieux, parce qu'ultimement, c'est pas plaisant de vivre avec de la douleur au quotidien puis de ressentir ça. On avait un petit onglet aussi avant de passer plus à nos femmes 45-55 périnopause, en lien avec les moyens de contraception aussi, puis l'impact sur justement le périnée. Là, on s'entend évidemment qu'on n'est pas là pour donner des conseils sur la médication des gens, mais juste vraiment des faits par rapport au lien avec le périnée. Oui, définitivement. C'est sûr que moi, je me suis quand même penchée sur la question de quels pouvaient être les effets de différents contraceptifs, particulièrement sur les douleurs aux relations sexuelles, qui est comme une grande partie de ma clientèle, pour être certaine d'avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que si j'ai des facteurs autres qui influencent la condition de ma cliente puis que je ne les ai pas adressés, bien, c'est sûr que ça peut être frustrant pour elle, comme pour moi, comme thérapeute. Fait que c'est sûr que l'idée avec le contraceptif, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Toutes les méthodes ont comme leurs avantages et leurs inconvénients. Fait que c'est d'aller voir pour soi quelle méthode qui va faire du sens pour nous, selon nous, notre priorité, puis nous, nos enjeux à nous, puis qu'est-ce que nous, on veut favoriser dans notre corps, dans notre couple, dans notre vie, tu sais, en général. Puis c'est sûr que, comme tu as dit, il faut toujours se référer au médecin avant de faire un choix idéalement. Mais ce que j'ai noté au niveau de la pilule contraceptive que j'ai envie de partager, c'est que il va avoir une influence claire dans les évidences scientifiques sur la vestibulodynie, qui est une condition de douleur chronique au niveau vulvo-vaginal là, qui va causer des douleurs sexuelles, qu'on pourra en parler plus en détail dans l'épisode qui va porter là-dessus. Mais
Tout ce qui est comme carence hormonale au niveau des tissus vaginaux, ça peut être induit, ça, par la pilule. C'est-à-dire que quand on prend des hormones synthétiques avec la pilule contraceptive, ne sont pas nécessairement bio-identiques. Donc, ils n'auront pas la même forme, ne pourront pas aller se lier sur les récepteurs à hormones pareilles que notre hormone sécrétée normalement dans notre corps. Donc, ça supprime la sécrétion hormonale qui est faite normalement par notre cerveau. Fait que quand je prends de l'estrogène, de la progestérone, ça vient comme shut down mon cycle, ça le supprime entièrement. Puis, mes tissus vaginaux, ils ont beaucoup de récepteurs à hormones, autant estrogène que même testostérone. Puis la pilule va faire en sorte que, dans certains cas, ça va faire une carence hormonale au niveau des tissus vaginaux. Fait qu'on peut voir de l'atrophie au niveau des muqueuses vaginales s'installer, un rétrécissement des petites lèvres, puis une espèce de même sécheresse, là, rougeur là, s'installer qui peut ensuite causer des douleurs aux relations sexuelles. Ça, c'est documenté. Là. Fait que c'est clair dans la science, ce lien-là. L'autre chose, c'est avec le stérilet. Je sais pas si tu voulais poser d'autres questions sur la pilule, tu avais d'autres choses? Ceci étant dit, en termes de pilule, dans le sens qu'on voit clairement que ça a un impact sur les tissus. Ouais. De quelle façon ça peut se manifester? Mettons, moi, c'est pas le cas, mais mettons, moi, je suis une femme qui prend la pilule. Ça serait quoi un peu les signes et symptômes à surveiller ou du moins juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Bien, mettons, une femme qui a une sensation de chauffement ou de brûlement aux relations sexuelles, ça peut être causé en partie par la pilule, potentiellement. Fait que ça, on peut garder un œil là-dessus. Il y a un lien aussi là, avec tout ce qui est... Bien, ça, c'est pas tant dans mon champ de pratique, là, mais tout ce qui est anxiété, dépression, c'est documenté, là, ça, là, que la pilule contraceptive, ça exacerbe ces problématiques là, chez la femme. Là. Parce qu'on a des récepteurs à estrogène sur tous les organes de tout notre corps. Fait que t'imagines-tu comme les impacts quand je prends de l'estrogène, de la progestérone synthétique, moi, j'en produis plus, j'ovule plus... puis que cette hormone-là ne vient pas prendre la place sur mes récepteurs. Fait que ça peut avoir des impacts qui sont grands, qui ont été largement sous-étudiés. Tu sais, quand ils ont commencé à prescrire la pilule aux femmes, ils n'avaient pas étudié les effets secondaires. Fait que là, tu as une grande liste d'effets secondaires possibles, mais les études, ça manque encore, là, ça commence à sortir à ce sujet-là. Fait que, mais moi, c'est plus au niveau des douleurs aux relations sexuelles là, que j'ai noté qu'il pouvait avoir un lien là, quand même assez... Un impact aussi. Ouais. Puis justement, au niveau du stérilet, parce que là, on a parlé de la pilule, mais tu sais, évidemment, pour celles qui connaissent les moyens de contraception, il y en a qui sont avec hormones, sans hormones. Ce qu'on a mentionné pour la pilule, est-ce que c'est valable pour l'ensemble de tout ce qui est hormonal ou c'est que la pilule? Non. Ça peut être valable, je pense... La patch, je connais pas assez bien ça, mais dans le fond, les effets secondaires sont toujours plus grands quand on va avoir une circulation systémique des hormones. Fait que la pilule, c'est oral, ça va être comme dans tout notre corps, versus avoir une méthode de contraception avec des hormones, mais qui est locale. Fait que le stérilet, les hormones vont rester locales. L'anneau aussi. La patch, je suis pas sûre. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu que mes clientes avaient, ni tant recherché pour moi, mais les effets peuvent se faire sentir au niveau des tissus vaginaux quand j'ai le stérilet, par exemple Mirena, là, qui a comme un release d'hormones en continu, mais devrait être moins pire en principe. Parce que l'affaire avec la pilule aussi, puis là, je m'en vais dans un truc un peu plus scientifique, là, mais quand elle passe dans notre foie, les hormones synthétiques de la pilule, ils font un byproduct, là, c'est comme... une espèce de déchet, là, si tu veux, là, de métabolisation des hormones synthétiques. Puis cette molécule-là va venir prendre la place de ma testostérone sur mes récepteurs à testostérone qui sont sur mon vestibule. Puis j'ai beaucoup de récepteurs à testostérone sur le vestibule. Par contre, si j'ai un stérilet puis que les hormones sont plus locales, ils passeront pas par le foie. Fait que j'aurais pas ce déchet-là, si tu veux, de la pilule ou ce byproduct-là de la métabolisation de la pilule qui va aller s'installer sur mes tissus. Fait que c'est pour ça que l'effet devrait être moindre en principe. Parce que ma testostérone naturelle devrait venir se lier sur mes récepteurs à hormones. Par contre, le stérilet, c'est plus l'aspect physique, là. Tu sais, c'est la pose qui peut être douloureuse, même s'il y en a beaucoup qui s'entêtent à dire que c'est sans douleur. Moi, c'est pas ce que j'entends en clinique. Je suis un témoin en avant de toi que moi, j'ai vécu une situation d'horreur avec la pose d'un stérilet. Là. Vraiment, j'ai même, un peu comme quand tu mentionnais chute de pression que tu as eu quand tu es allé consulter, un peu même principe aussi, là, effectivement. Puis j'en ai entendu aussi beaucoup de la clientèle. Là. Oui,
Ça, c'est... Je trouve ça triste, moi, qu'on explique aux femmes qu'ils auront pas mal, puis voyons donc, il n'y a rien là. Parce qu'encore à ce jour, ce type de discours-là, moi, j'entends ça régulièrement là, dans mon bureau. Là. Fait que le fait d'invalider un peu l'expérience douloureuse des femmes, ça peut induire toutes sortes de tensions au niveau du périnée. Là. Fait que aller à notre poste de stérilet, se sentir invalidé dans ce qu'on ressent ou avoir l'impression qu'on nous a pas bien expliqué qu'est-ce qui allait se passer, puis pas sentir de support non plus après quand on retourne, ça peut tout être un événement qui est traumatique là, pour cette zone-là. Fait que la pause peut être douloureuse. Mais en soi, le stérilet, ça, c'est plus ou moins documenté dans les études scientifiques, mais c'est mon expérience clinique, c'est que ça peut, puis pas juste la mienne, celle de d'autres physiothérapeutes aussi, avec qui j'ai suivi des formations, va augmenter le risque de douleurs relations sexuelles, surtout douleurs profondes, particulièrement avec le stérilet de cuivre. Fait que je peux pas dire pourquoi plus lui de cuivre que l'autre, là, qui a des hormones, le Mirena, le classique hormonal, mais il semble avoir un lien là, avec les douleurs aux relations sexuelles ou les douleurs utérines ou les douleurs plus profondes avec la pénétration profonde. Fait que c'est sûr que c'est comme un corps étranger dans notre utérus. Quand on vient le poser, il peut avoir un peu d'inflammation, donc un peu de tissu adhérent qui se forme là. Des fois, ça prend pas une tonne d'événements traumatiques là, super extrêmes pour commencer à causer des douleurs, là. C'est ça qu'on pense, là, que ça devrait être donc... on se casse une jambe pour avoir mal, mais c'est plus insidieux que ça, là, la douleur commence à s'installer. Oui, 100%, parce que de façon générale, c'est pas supposé d'être là. Puis là, je suis pas en train de dire de pas utiliser nécessairement le stérilet, mais dans le sens que ça reste que tu rentres quand même un corps étranger dans ton corps à toi. Puis autant qu'on le voit pour tout ce qui est prothèse, pour tout ce qui est autre chose, il y a des risques quand même que ça impacte l'équilibre du corps. Parce que tout est une question d'équilibre aussi. Ouais. Fait que c'est sûr qu'effectivement, il peut y avoir des... Sans dire que c'est un rejet comme un don d'organe, mais plus un impact sur l'équilibre corporel. Je sais pas si de ton côté, tu as l'expertise de nous informer là-dessus, mais c'est une question que j'avais pas préparée, mais ça m'a mis entre-temps. J'ai beaucoup de femmes, moi, en consultation, qui me parlent de le lien potentiel entre la prise de contraceptifs, notamment beaucoup au niveau du stérilet Mirena, puis la prise de poids. Est-ce que tu t'es documentée là-dessus? Écoute, non, c'est pas quelque chose que moi j'ai entendu tant que ça. Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que comme les hormones, en principe, restent plus locales, ça devrait pas. Mais, tu sais, sous toute réserve, là, j'ai pas fait de recherche plus que ça. Mais pour avoir une prise de poids, faut qu'il y ait quelque chose de systémique qui se passe. Pas juste en circulation locale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. 100%. Est-ce que je peux avoir de l'édème dans le bas-ventre après la pause, mon utérus, l'inflammation, puis avoir le feeling d'avoir un petit comme pouch là, dans le bas-ventre? Peut-être, mais tu sais, peut-être pas pour une... Je ne verrais pas pourquoi, juste vite comme ça, il y aurait une prise de poids comme globale. Faudrait curieuse. Ouais, c'est ça. Mais j'étais curieuse parce que je sais que ça a été très, très documenté. Documenté. Pas nécessairement documenté de façon scientifique, mais il y a eu beaucoup de témoignages en lien, mettons, avec la prise de poids. Tu sais, veut pas, nous, on est dans le domaine de la remise en forme. Fait que c'est le lien avec le poids du corps, c'est quelque chose qu'on aborde quand même assez fréquemment. Mais effectivement, que moi, j'ai pas pris le temps, honnêtement, de lire des études scientifiques là-dessus. Quand j'en ai parlé à certains médecins, ils me mentionnaient qu'ils l'avaient déjà vu, mais qu'ils avaient de la difficulté à expliquer le lien. Exactement. C'est ça, je dirais un peu dans ce sens-là. C'est sûr, tout ce qui est débalancement hormonaux, ça va influencer beaucoup là, le poids. Fait que là, on peut aller creuser de ce côté-là, aller voir est-ce que mes hormones ont l'air en équilibre, est-ce que je devrais consulter un spécialiste en santé hormonale. Mais sinon, j'ai pas d'autres pistes, là, malheureusement. À suivre pour ce volet-là. Puis j'aimerais qu'on aborde aussi pour la femme, tu sais, plus dans un âge un petit peu plus avancé, tout ce qui est de ménopause, périménopause, les liens aussi. On avait parlé de tout ce qui était, tu sais, gros changements hormonaux, tout ce qui est en lien aussi avec l'atrophie vaginale et tout. Tu veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que la femme, tu sais, là, on a parlé du début des problématiques, mais qu'est-ce que la femme vit dans l'autre portion un peu de sa vie? Oui,
Puis c'est comme une portion de la vie de la femme puis de sa santé pelvienne qu'on dirait que tout le monde s'en fout, là. Fait qu'il y a pas grand monde... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les femmes de cet âge-là qui me consultent vont me dire, ben comment ça, personne ne m'avait parlé de ça? Mes spécialistes de la santé m'ont pas parlé de qu'est-ce qui allait se passer avec mon vagin. On n'en parle pas dans les médias. Tu sais, il y a comme très peu d'informations qui circulent. Fait que je pense que les femmes dans cette tranche d'âge-là se sentent vraiment laissées à elles-mêmes par rapport à leurs problèmes pelvien et de santé vaginale particulièrement. C'est ce que mes clientes vont souvent me rapporter, qu'ils sentent que sont comme... Ils auraient donc bien aimé avoir plus d'informations. Puis, il y a comme quand même... la statistique exacte, là... Je pense que c'était 88 c'est celle que je cherchais, 88 oui, des femmes qui sont ménopausées, qui ont des problèmes, des dysfonctions au niveau sexuel. Oui, puis je pense que c'est une femme sur 2 qui va avoir le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça, c'est un nouveau terme qu'on utilise au lieu de dire atrophie vaginale. Fait que ça inclut une panoplie de symptômes associés aux diminutions des hormones. Puis ça peut commencer à s'installer jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être comme « je comprends plus mon corps, là, à partir de 40 ans, il y a des choses qui se passent, j'arrive pas à me les expliquer ». Ça se peut que ça soit les changements hormonaux qui s'installent tranquillement. Fait que c'est la baisse des estrogènes, la baisse de la progestérone, mais qui va aussi être un peu en montagne russe. Fait qu'à partir de 40 ans, ça va remonter, mais ça va redescendre. Puis ça ne suivra pas un cycle classique nécessairement là, de 28 à 30 jours. Là. Donc, plus mes estrogènes vont baisser, c'est un peu le même concept qu'avec la pilule qu'on vient de parler, plus il peut avoir des impacts sur les tissus vaginaux, parce que pour que mes tissus vaginaux soient sains, il faut qu'ils soient riches en estrogènes, en testostérone aussi. Puis pour être bien vascularisés, il faut que j'ai des hormones pour s'occuper de mes tissus, de leur flexibilité, leur lubrification, qu'il y ait une belle épaisseur. Fait que quand je commence à manquer d'hormones, je vais avoir un amincissement des muqueuses, un assèchement aussi au niveau des tissus vaginaux, une pâleur. Fait que, tu sais, la femme qui écoute, qui est dans sa périménopause, qui aimerait regarder son entrée vaginale pour savoir si elle a un peu d'atrophie vaginale, bien, elle va voir que la coloration, au lieu d'être rougeâtre, là, pas rouge vif, là, mais rougeâtre à rosé, ça va devenir très pâle, là, comme la couleur du dos de notre main, là, la couleur de la peau beige, super pâlotte. Puis on peut voir avec ça aussi même une sténose de l'entrée vaginale. Fait que c'est comme l'orifice vaginal qui rétrécit petit peu par petit peu. Fait que ça peut comme induire des douleurs aux relations sexuelles. Puis tous ces amincissements-là de nos tissus vont se répercuter sur mon sphincter urinaire, là, mon urètre. Donc, ça peut comme causer aussi des fuites, là, le fait que mes tissus sont comme atrophiés un peu. Là, je vais avoir moins de capacité musculaire du sphincter, là, parce qu'il va être affecté par ça, là, lui aussi. Là. De ce côté-là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout ce qui a trait au niveau des fuites urinaires, des douleurs en lien avec les relations sexuelles qu'on a parlé, des changements aussi du corps en général, parce que ça reste qu'on le voit. Tu sais, on dirait que c'est, quand tu as mentionné justement que ces femmes-là étaient mal comprises, on dirait que je vois justement, tu sais, soit des clientes du gym ou, tu sais, ma mère ou des gens proches des mères de mes amis qui sont comme, mon Dieu, je file pas, je sais pas pourquoi j'ai chaud la nuit. C'est normal. C'est ça, c'est que c'est pas normalisé. C'est plate, dans le fond, parce que c'est une transition qui est normale, mais ils se sentent anormal, parce que personne ne s'adresse à elles, tu sais. 100%. Ouais. Puis qu'est-ce que tu observes, justement, on a parlé un peu des changements au niveau hormonal, mais qu'est-ce que ça l'apporte concrètement comme signes et symptômes sur le corps, mettons, d'une femme? C'est la première affaire qu'ils vont se plaindre, c'est comme qu'ils se sentent soit sèches, irrités, tiraillés au niveau vaginal, ou le premier signe, ça va être qu'ils ont des douleurs aux relations sexuelles, fait que là, ils peuvent plus avoir de pénétration confortable avec leur partenaire. Ou des fuites qui augmentent, du genre, j'avais quelques petites fuites de temps en temps, mais là, depuis la périménopause ou depuis ma ménopause, ça a augmenté, puis là, c'est devenu vraiment dérangeant. Fait que c'est comme ça va empirer tout ce qui était préexistant. Fait que si j'avais un peu des fuites, là, je vais avoir plus de fuites. Si j'avais un peu de la misère à me retenir, des fois, en me rendant aux toilettes quand c'est urgent, là, ça va être pire. Si j'avais une lourdeur vaginale associée comme à une descente d'organes qui était là on and off, là, ça se peut que ça arrive, ça s'installe de façon plus permanente. Fait que je dirais que c'est ça souvent que les femmes vont rapporter là, comme en général. Comme problématique. Ouais. Là. Quand on parle plus de descente urinaire, c'est un peu là où je m'en allais, dans le sens que concrètement, mettons, pour nous autres qui est comme fin vingtaine, début trentaine, les descentes d'organes, on dirait qu'on sait c'est quoi, mais sans nécessairement l'avoir vécu, là, nécessairement.
tu sais, concrètement, comment que ça se produit? Qu'est-ce qui se passe un peu? Ouais, ça reste assez mystérieux. Comme il y a beaucoup de femmes jeunes ou dans la grossesse, mettons, là, ou postnatale, qui ont jamais entendu parler de ça. Puis là, quand je leur dis, ben c'est parce que une vessie, ça peut sortir par le vagin, ils sont comme, ah ouais, genre vraiment surprise. Fait que oui, une vessie, ça peut sortir par le vagin, un utérus aussi, puis un rectum aussi. Fait que tous nos organes peuvent sortir par notre orifice vaginal. Ça va s'installer, bien, à tort, les gens vont beaucoup pointer l'accouchement. Oui, ça, c'est un des facteurs, mais aussi la constipation. Fait que l'idée, c'est que quand je vais avoir une force qui est mise vers le bas sur mon périnée, soit parce que je pousse une selle fort ou je pousse un bébé fort, mais j'ai pas de stabilisation, tu sais, comme abdominale pour compenser, comme je fais... quand je pousse puis je fais un Valsalva, là, ma bédaine, elle gonfle, là, ça met beaucoup de pression sur mes organes. Ça, à toutes les fois, ça les pousse vers le bas. Puis ça étire mes structures ligamentaires au fur et à mesure. Puis à un moment donné, mes ligaments deviennent comme surétirés, puis ils sont plus en position où ils sont capables de retenir les organes à l'intérieur du bassin en position comme surélevée. Combiné à une faiblesse du périnée, qui peut être là pour diverses raisons, tension ou autre, bien là, ça va faire que mon organe n'aura plus de soutien. Fait qu'il il va tranquillement se diriger vers l'orifice vaginal jusqu'à potentiellement sortir. Rares sont les femmes comme de moins de 30 ans qui ont ça. Fait que pour être honnête, là, ça va souvent être comme plus tard dans la vie de la femme que ça va s'installer ou après quelques accouchements, rarement après un premier accouchement. Fait que je dirais que ça ressemble à ça, de façon générale, ouais. Puis mettons justement qu'on a une femme qui nous écoute, qui voit, tu sais, que c'est potentiellement une descente d'organes, tu sais, ça peut faire peur, là, on s'entend que de s'imaginer ça, tu sais, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que, tu sais, c'est des traitements? Faut-il aller consulter? Y a-t-il des exercices? Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire en physio pour aider ça. Ce qu'on veut faire, c'est éviter finalement tout ce qui va être les pressions qui vont être mises vers le bas sans avoir de stabilisation abdominale adéquate. Fait que, tu sais, admettons qu'on fait un squat avec une charge, mais que la bédaine, elle gonfle, puis que je suis pas stabilisée au niveau abdominal, ça met comme 100% de pression sur mes organes. Fait que tout ce type de mouvement-là va avoir tendance à faire plus sortir les organes. Lever une boîte, lever un bébé, tu sais, ça peut être fonctionnel, là, ça n'a même pas besoin d'être dans le contexte d'entraînement. Fait que ce qu'on veut, c'est s'assurer que notre stabilisation abdominale est adéquate. Parce qu'on l'a dit aussi, notre transverse va travailler avec notre périnée, mais va aussi aider au soutien de mes organes en évitant qu'il y ait trop de pression qui se dirige vers le périnée, vers le bas. Fait que ça, c'est un des éléments, mais on veut aussi normaliser la force. Fait qu'on veut que notre périnée soit capable de faire sa job de soutien, puis soit pas fatigué parce qu'il manque de force et d'endurance, qu'il soit capable de bien recruter ses fibres musculaires pour retenir mes organes dans des mouvements où j'aurais plus de pression vers le bas. Comme quand je me penche, mais là, il faudrait que je stabilise mon abdomen pour éviter d'avoir trop de pression, puis que je recrute les fibres de mon périnée pour que mes organes tiennent. On veut aussi éviter la constipation. Ça, c'est comme une des premières choses que je vais regarder avec les clientes. Là, être sûr qu'ils ne forcent pas sur leurs organes à des moments X là, dans la journée qui va juste comme faire empirer leurs symptômes. Ouais. 100%. Fait que, tu sais, quand on est Là, on t'a fait l'exemple du gym, on dirait que j'ai le goût de faire exprès pour passer un message aux clients, mais on va souvent, tu sais, respire pendant que tu t'entraînes, tu sais, puis viens vraiment bien engager ton transverse, sinon dans la colonne en respirant. Mais tu sais, c'est un peu ça qu'on vient prévenir, justement, d'avoir une certaine... un engagement au niveau, tu sais, autant au niveau du transverse qu'au niveau de toute ta conscience du corps, toute ta stabilisation de ton tronc, parce que, justement, ça peut créer Valsalva. On s'entend que c'est rarement positif comme façon... de forcer, là. Ben, tu sais, mettons l'haltérophilie avec la ceinture, là, tu vois dans ta tête ce que je veux dire, là. C'est pas super hot, là, pour les organes, ça. Puis le périnée, là, parce que ça met une grosse pression, là. Fait que oui, tout ce qui est comme Valsalva, puis... et ou exercice un peu mal fait, là, genre exercice d'abdominaux superficiels ou même de corps, mais trop difficile pour ma capacité actuelle. Puis là, on va voir l'abdomen qui se met à bomber au lieu d'être en train d'être engagé. Ça aussi, ça peut empirer des symptômes de prolapsus. Faire la planche complète, si j'ai pas les capacités, ma bédaine va sortir. Je suis en train de pousser sur mes organes.
Oui, 100%. Je pense qu'il y a une grosse désinformation aussi là-dessus entre qu'est-ce qui, tu sais, des fois, il y en a qui vont faire, mettons, des crunchs, fait que, de la flexion antérieure du tronc, puis ils vont être comme, mais je travaille ma stabilisation. Mais, tu sais, en tant que tel, il y a une grosse différence entre travailler, mettons, tes abdominaux qui sont vraiment, tu sais, qui font des mouvements de mobilisateurs, comme par exemple, mettons, des crunchs, puis justement, ton transverse, tes muscles plus de distabilisateurs qui vont faire des mouvements comme, mettons, la planche quand elle est bien exécutée, comme, mettons, le dead bug, là, tu sais, l'exercice de la bébite morte. Je vois de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, qui vont travailler plus en termes de stabilisation parce que souvent, les femmes, on va leur dire, ils vont dire, il faut vraiment, tu sais, mon physio ou mon médecin m'a dit qu'il fallait que je travaille ma stabilisation, puis ils vont faire des crunchs, mais de façon générale, c'est pas nécessairement ça. Là. C'est ça, une flexion du tronc, c'est un muscle superficiel. C'est pas ma fondation. T'sais, si on revient à notre image de maison, t'as tes stabilisateurs puis t'as tes mobilisateurs. Fait que juste le nom en anglais, là, mais le grand droit de l'abdomen, c'est un mobilisateur. Fait c'est pas lui qui stabilise, là. Fait que l'idée, c'est de les engager toujours dans le bon ordre. Fait que c'est correct de travailler son grand droit, mais il faut avoir engagé son transverse en premier. Il faut stabiliser. Il faut avoir notre fondation avant d'aller rajouter des couches là-dessus. Fait que si je suis pas stabilisée, puis je m'en vais faire un crunch, là, c'est sûr, je vais avoir ma bédaine bombée, je suis pas stabilisée. Ou si l'exercice est trop dur pour moi, je vais perdre ma stabilisation, puis là, ma bédaine va bomber. Mais là, je travaille plus du tout dans le bon ordre. Je magasine des compensations là, quand je fais ça. Là, comme j'overload certaines structures qui devraient pas être loadées. Je mets de la pression sur mes organes. Fait qu'on devrait toujours favoriser la stabilisation abdominale en premier de la difficulté de l'exercice. C'est comme, ça, c'est correct? OK. Là, j'augmente la difficulté de mon exercice. Étape par étape. Moi, c'est comme ça que je travaille. Ouais, avec mes clientes. Aussi, parce que ça sert à rien, justement, de rajouter du poids si, de base, ton corps n'est pas stabilisé. Ouais. Puis pour revenir à, justement, nos dames qui sont incomprises dans leur descente d'organes, on a divagué un petit peu. Oui. Mais, justement, on a parlé de tout ce qui était en lien avec le renforcement du périnée, relâchement aussi à ce niveau-là. Ouais. Y a-t-il d'autres choses qui touchent beaucoup les femmes dans ces âges-là? Tu sais, on a parlé de tout ce qui était changement hormonal, des fuites urinaires, de l'atrophie des tissus, des douleurs en lien avec les relations sexuelles. Y a-t-il des choses concrètes que, mettons, moi, je suis une femme, je suis là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie? C'est sûr que si je suis une femme en périménopause ou ménopausée puis je prends pas d'hormones et je n'applique pas d'hormones topiques, ça peut être une avenue vraiment intéressante à discuter avec le médecin parce que ça peut soulager beaucoup de symptômes. Puis ça n'a pas besoin d'être des hormones orales. Là. Il y a eu plein de controverses là-dessus, le cancer du sein. Il y a plein de billets dans les études en passant, là, fait que c'est pas tant vrai quand on utilise des hormones bioidentiques, on va augmenter le risque de toutes sortes de cancers si c'est bien fait avec le médecin. Mais si on est comme un peu réticente avec les hormones orales, on peut utiliser des crèmes topiques au niveau vaginal qui vont rester en circulation locale, même concept qu'avec le stérilet, donc aucun risque au niveau des autres organes, puis de la circulation systémique. Puis ça va diminuer beaucoup de symptômes là, associés à l'atrophie vaginale. Ça va avoir une meilleure lubrification. Fait qu'au niveau comme de l'aspect des tissus, ça l'aide beaucoup. Puis, bien évidemment, la rééducation périnéale, fait que faire des exercices d'activation musculaire pour augmenter la circulation sanguine, c'est comme aller faire un effet de pompage avec des exercices de contraction bien faits dans toute l'amplitude, encore une fois, c'est super important. Puis tout ce qui est exercice d'étirement et de relâchement, parce que souvent, il y a des douleurs qui s'installent, ça va créer des tensions, fait que si on peut aller relâcher les tensions avec les exercices de physio-périnéal, puis aussi étirer les tissus en périphérie là, de l'entrée du vagin que des fois vont comme avoir rétréci là, en sténose aussi, ça peut être fait là, en physio. Fait que ça aussi, ça l'aide beaucoup. Sous forme manuelle ou sous forme d'autotraitement? J'imagine les deux. Les deux. Ouais. Sous forme d'autotraitement, ça peut aller super bien. Manuel aussi. Tu sais, c'est sûr que sous forme manuelle, tu sais, c'est la répétition qui va créer l'adaptation, tu sais. Fait que si j'ai un traitement manuel une fois ou 3 semaines, il faut que je fasse des exercices entre. Fait que oui, ça peut être bon la combinaison des deux, mais si mes exercices, je les fais bien moi-même, je peux avoir des super de bons résultats en faisant moi-même là, mes exercices. 100%. Il y avait quelque chose que tu voulais rajouter en lien avec tout ce qui était, tu sais, je pense qu'on a pas mal tout couvert, descente d'organes, problèmes urinaires, fuites urinaires. J'irai avec les questions. Officielle des filles, si ça te convient.
Laisse-moi 2 petites secondes. Fait que dans le fond, c'est ça, dans les questions, on avait endométriose post-grossesse. Qu'est-ce que c'est? Quoi faire? C'est quoi les impacts sur la fertilité? Ouais. Ben, c'est intéressant parce que l'endométriose, on commence à en parler de plus en plus. C'est très répandu comme problème, là. Une femme sur 10 quand même, là, c'est beaucoup de monde là, quand on y pense. Et largement sous-diagnostiqué parce que le vrai test diagnostique pour l'endométriose, c'est une laparoscopie. Fait qu'il faut ouvrir l'abdomen puis aller voir s'il y a des tissus adhérents puis de présence d'endométriose ailleurs dans l'abdomen. Donc, souvent, ça va être comme un diagnostic suspecté. L'autre affaire que j'aimerais dire aussi, c'est que le symptôme principal, ça va être des douleurs comme intenses durant les menstruations, particulièrement, mais quand que j'ai beaucoup d'endométriose, parce que dans le fond, l'endométriose, c'est que le tissu de mon endomètre, qui est le tissu dans l'utérus, va aller faire comme des petites excroissances un peu partout dans la cavité abdominale. Puis ce tissu-là va réagir à mes hormones et à mon cycle menstruel pareil que mon endomètre. Fait qu'à chaque fois que je vais avoir mes menstruations, il va comme avoir des réactions d'inflammation de tous ces petits bouts-là d'endomètre comme qui est allé se localiser ailleurs dans l'abdomen. Puis il va créer des douleurs, des tissus adhérents, toutes sortes de lignes de tension qui ne devraient pas être là, changer la fascia, comment c'est disposé, puis aller causer toutes sortes de douleurs au dos, au bassin, au ventre, diaphragme, toutes ces choses-là. Mais on entend souvent que c'est normal d'avoir mal quand on est menstrué. Puis souvent, les femmes se font pas prendre au sérieux quand ils vont aller se confier de ce type de douleur-là qui peut être limiter leur fonction à leur médecin. Je pense que de plus en plus, maintenant, sont prises au sérieux, mais encore aujourd'hui, j'entends des histoires du genre j'étais allée en l'urgence parce que j'avais mal au ventre durant mes menstruations, puis on me dit qu'est-ce que je faisais là, tu sais. Fait que c'est comme s'il y a une banalisation assez large là, des inconforts des femmes durant leur menstruation. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à notre corps, que, tu sais, si on a ce type de douleur-là qui tu sais, moi, je tirais la ligne, hein, ça va influencer mes fonctions normales. Je suis pas capable d'aller à l'école, je suis pas capable d'aller travailler. Évidemment, quand on est menstrué, on veut comme diminuer l'intensité des sports qu'on fait, mais si on est incapable là, d'aller faire de l'activité physique, même légère, là, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Là. C'est pas normal. Là. Fait que si quelqu'un nous dit que c'est normal, c'est pas normal. Puis, si c'était là post-grossesse, moi, je penserais que c'était là avant, c'est juste qu'on le savait pas. Fait que cette personne-là, il faudrait savoir comment ça se fait qu'elle s'est fait dire ça. C'est peut-être parce qu'elle a eu une césarienne, puis que là, ils ont vu. Parce que ça, j'ai déjà entendu ça. J'ai eu ma césarienne, ils ont vu qu'il y avait présence d'endométriose, ils me l'ont dit, mais peut-être ça se peut, là, pas avoir de symptômes énormes, là. Fait que, d'après moi, c'était là avant, mais on le savait pas. Fait que si elle le savait pas, c'est peut-être parce qu'elle avait pas tant de symptômes que ça, ou elle avait ce que je viens de dire, mais elle réalisait pas que c'était pas... ça pouvait être lié à ça. Ouais. C'est quoi tu connais-tu un peu les impacts sur la fertilité? Parce que de ce que j'ai compris de la condition dans le message, c'était que c'est comme si, justement, ça avait un impact sur la fertilité. Il y a ce message-là qui est véhiculé beaucoup, mais je sais pas à quel point c'est si vrai dans les études. Tu sais, je peux pas tant me prononcer là-dessus. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'est plus facile après un premier enfant de retomber enceinte, même si on a de l'endométriose, mais je sais pas si c'est juste comme une affaire de bouche à oreille là, tu sais, qui se dit. Fait que je peux pas tant... J'ai pas tant de réponses pour la fertilité, mais tu sais, chose certaine... C'est sûr que ça peut être aussi adressé là, par des traitements. Là. On n'a pas besoin de vivre avec ça, là, que ça soit au niveau comme des médicaments. Il y en a que prendre la pilule, ça va comme vraiment diminuer leurs symptômes parce que justement, ils n'auront plus de cycle, parce que la pilule supprime le cycle. Fait que là, tu n'auras plus toute cette réaction-là. Puis aussi au niveau manuel, là, même en rééducation périnéale, aller traiter toutes les adhérences cicatricielles, les adhérences qui peuvent se causer en ostéopathie aussi, ça peut être intéressant. Là. Mm-hmm. Puis là, question un peu niaiseuse, là, mais c'est mon petit côté curieux. Est-ce que c'est une condition qui est dangereuse, dans le sens où, mettons qu'il n'y a rien qui est fait, est-ce que ça peut avoir des gros impacts sur la santé globale de la femme? Écoute, dans l'extrême peut-être, là, parce que là, tu te dis, ben, crème, il y a du tissu adhérent partout dans la cavité abdominale, ça peut limiter la mobilité
toutes les couches de tissu doivent glisser, les organes aussi les uns sur les autres. Fait que j'imagine, dans un cas extrême, possiblement, mais j'ai pas jamais entendu ça. Puis c'est pas quelque chose que je connais. Fait que je dirais plus non que oui. OK. Ça me va. Ouais. De toute façon, on n'a pas un cas de... C'est plus mon côté... Sous toute réserve. Mon côté, justement, curieux. On a parlé un peu, justement, du stérilet, l'impact sur, justement, l'utérus, comme tu avais mentionné, dans le fond, que ça peut créer potentiellement une réaction inflammatoire. Est-ce qu'il y a un lien entre, justement, tout ce qui est douleur lombaire? Ben... Ce que je dirais avec mon expérience clinique, encore là, c'est pas comme quelque chose qui a une étude qui dit que c'est sûr que c'est ça, mais tu sais, notre utérus est attaché sur comme le sacrum à l'intérieur via des ligaments. Fait que si j'ai un utérus qui est comme plus inflammé ou j'ai eu des tensions pelviennes, ben là, c'est sûr que, tu sais, ça... Dès que j'ai des tensions, ça vient tirer là, dans mes structures. Fait que là, ça peut peut-être tirer dans les ligaments puis venir influencer comme le bas du dos, là, qui est comme... Parce que mon utérus est comme couché sur mon sacrum, là. Fait que moi, je dirais possiblement. Possiblement. Ça serait pas quelque chose de complètement impossible à faire le pont entre les deux. Non, je dirais pas que c'est impossible de faire le pont de ces deux choses-là. Par contre, on dirait que j'aurais plus tendance à dire, ben la personne qui aurait mal au dos à cause de son stérilet, elle aurait probablement d'autres douleurs aussi, genre position de pénétration profonde. Genre, tu sais, ça pourrait être un indice, là, que là, peut-être c'est le stérilet, tu sais, j'ai mal avec telle position plus profonde, certains angles, tu sais, puis j'avais pas ça avant. Puis là, en plus, j'ai mal au dos. Ben là, moi, je serais comme... J'investiguerais peut-être ça. OK, 100%. Puis, dernière petite question. En quoi le syndrome des ovaires polykystiques peut affecter la vie de façon générale d'une femme? Tout ce qui est grossesse hormonale, c'est les symptômes. Ça, c'est un peu moins mon champ d'expertise, je t'avoue. Je connais les bases là, que je peux te partager ici. Là, fait que c'est comme plein de petits kystes sur les ovaires qui vont sécréter comme vraiment beaucoup d'hormones, là, beaucoup d'estrogène, beaucoup de testostérone. Puis là, ça va comme changer tout l'équilibre hormonal à cause de ça. Mais il y a même des changements comme au niveau de l'hypothalamus qui régule toutes les recettes de nos hormones, comment c'est fait, là, si tu veux. Là. Fait qu'il y a même des changements à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment complexe comme condition. Fait que c'est pas juste une condition pelvienne. Fait que c'est de là mon manque de, peut-être, d'expertise à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça peut être vraiment intéressant de consulter quelqu'un qui est spécialisé en santé hormonale. Parce que la base de les ovaires polykystiques, c'est que ça crée des débalancements hormonaux qui, eux, vont causer des symptômes. Fait que si on veut régler un symptôme X associé à ça, il faut aller régler le problème qui est la root cause, là, qui est comme la source, c'est le débalancement hormonal. Puis ça, il y a plein de façons là, naturelles de favoriser ça, puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement par une prise de médication. On peut consulter notre médecin, mais il y a des super de bonnes spécialistes là, qui œuvrent dans le domaine de la santé hormonale. Donc, je peux vous référer Mélanie Roy, là, qui est vraiment experte dans le domaine. Fait que ça serait ça que je dirais sur ça. 100%. Je sais qu'il y a Mélodie Contabonin aussi que j'ai reçue juste avant dans le podcast, qui est naturopathe, puis elle a le vécu avec le syndrome des ovaires polykystiques. Ben là, peut-être qu'elle pourrait partager. Oui, c'est ça, plus en termes de témoignages aussi, mais je sais qu'elle a beaucoup axé sur la santé hormonale aussi de la femme, fait que je sais qu'elle en parle dans certaines de ses publications, fait que des fois, ça peut être intéressant avant de consulter juste à titre indicatif de voir... Définitivement. Fait que merci beaucoup. C'est ce qui clôt notre premier épisode aussi. On a parlé aussi de tout ce qui était pénétration profonde aussi à la petite note de bas de page aussi pour vous, dans le sens où on va faire un épisode aussi en lien avec tout ce qui est santé sexuelle. Fait que je vous invite à aller consulter justement si ça a piqué votre curiosité. Tout ce qui est relatif au niveau des douleurs. Douleurs un peu en lien avec les relations sexuelles, la pénétration et tout. Qu'est-ce qui est normal, anormal. Fait qu'on va vraiment tout aborder ça ensemble. Oui. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Puis si les gens veulent aller te suivre ou sont intéressés justement à voir en termes de consultation, voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, je suis plus active sur Instagram. Fait qu'ils peuvent retrouver mon compte corinne.la.physio sur Instagram. Puis je réponds toujours à mes messages aussi sur Instagram. Sinon, il y a mon site web qui est pelviphysio.com, Pelvie, physio, physio.com. Voilà, fait que merci. Merci à toi.